Londres, fin du 19e siècle. La ville respire l'industrie, la fumée et la misère. Dans les ruelles sombres de Whitechapel, les pavés luisent sous une fine bruine, témoins muets de crimes qui ne demandent qu'à être oubliés. Mais au cœur de Scotland Yard, un autre destin attend ses souvenirs maudits. Un lieu où le vice n'est pas effacé, mais conservé. Derrière des portes closes, à l'abri des regards du public, s'accumulent des objets maudits, armes ayant ôté la vie, lettres trempées dans la folie et masques de criminels dont le dernier souffle s'est éteint sur la potence. C'est là que le crime devient relique, que la mort devient archive, un musée de l'interdit, le Black Museum. Cette collection d'ombres n'a pas seulement marqué l'histoire, elle a aussi nourri l'imaginaire. Car un siècle plus tard, un homme, Kazuhiro Fujita, a décidé de rouvrir ses portes scellées, à sa manière. Dans sa série de mangas Black Museum, il redonne vie aux artefacts oubliés, aux légendes tordues et aux fantômes du passé. Mais avant de plonger dans ces récits, avant d'être accueillis par l'hôte de ces lieux, revenons sur l'origine du mythe. Vous êtes dans le premier cercle. Nous sommes en 1874. Percy George Nim, inspecteur de police, commence à collectionner des objets saisis lors d'enquêtes criminelles. Son idée, offrir une formation aux jeunes recrues en leur montrant divers objets liés à des affaires criminelles. Mais ce qui n'était au départ qu'un simple entrepôt, nimbé de preuves, va prendre une toute autre tournure. Dès 1875, ce lieu devient alors une institution secrète de la police londonienne. Officiellement, un musée pédagogique. Officieusement, un cabinet des horreurs où l'on rassemble les traces du vice humain. Son premier objet exposé fut les vêtements de Jane Clouzon, âgée de 17 ans et assassinée à Eltham. Mais la légende du Black Museum naît véritablement en 1877, lorsqu'un journaliste du Observer tente de s'y infiltrer avant de se faire refouler. Frustré, il baptise ce lieu le Musée Noir. Un nom qui va hanter l'histoire criminelle britannique, mais qui finira par disparaître pour devenir le Crime Museum. Un nom plus efficace, mais bien moins mystérieux, vous en conviendrez. Ce musée ne ressemble à aucun autre. Fermé au public, il n'accueille que des policiers, des juristes, des experts et quelques rares VIP triés sur le volet. Son objectif est d'éduquer les forces de l'ordre, mais aussi de conserver la mémoire du crime. Une mission qui suivra le musée dans tous ses déménagements, des caves de Whitehall en 1890 jusqu'aux nouveaux locaux de Scotland Yard en 2018. On y trouve plus de 500 objets, chacun empreint d'une noirceur fascinante. Des couteaux, des revolvers, des cannes épées, des fusils cachés dans les parapluies, des nœuds de pendaison, dont celui de la dernière exécution au Royaume-Uni, des masques mortuaires, des visages figés de criminels exécutés à Newgate Prison, et autres objets iconiques. Mais il y a aussi des artefacts presque surnaturels, tels que des lettres attribuées au légendaire Jack l'Éventreur. Et puis, il y a ces reliques dont l'histoire est gravée dans la chair de Londres. L'uniforme de Keith Blakelock, policier assassiné lors des émeutes de Broadwater Farm en 1985. Le coffre du Charing Cross Trunk Murder, où un corps fut retrouvé dissimulé. On y retrouve aussi les instruments de torture de John Christie, tueur en série des années 40. Les poisons de Thomas Neal Cream, surnommé le Lambeth Poisoner, ou encore le revolver de Russ Ellis, la dernière femme exécutée au Royaume-Uni. Avec sa salle sombre et dramatique, enfouie sous le Curtis Green Building, le Crime Museum est bien plus qu'un simple lieu d'archivage. C'est un cimetière d'objets hantés, témoin silencieux d'histoires où la frontière entre justice et damnation est mince. Et pourtant, ce sanctuaire de la police londonienne reste hors d'atteinte du grand public. Hormis une exposition temporaire au Museum of London en 2015 et en 2016, la plupart de ces artefacts ne sont visibles que par quelques initiés, comme si la vérité qu'ils portent était trop lourde pour être révélée. C'est cet univers macabre qui a inspiré la série Black Museum de Kazuhiro Fujita. Kazuhiro Fujita, c'est un nom qui résonne comme une tempête dans le monde du manga. Né le 24 mai 1964 à Asahikawa, sur l'île de Hokkaido, il sort diplômé de l'université de Nihon avant de faire ses premiers pas dans le Weekly Shonen Sunday en 1989. Il est le génie derrière Ushio Totora, Subutei, Moonlight Act ou encore Karakuri Circus.
Des œuvres où se mêlent fureur et destin tragique, le tout porté par une narration au cordeau. Ushio Totora, par exemple, c'est la confrontation brute entre l'humain et l'ancestral. Une saga où chaque coup porté laisse une marque indélébile. Ce n'est pas pour rien qu'en 1992, Fujita rafle le prestigieux prix Shogakukan Manga dans la catégorie Shōnen, avant de décrocher le prix Seiyun en 1997. Avec un trait nerveux reconnaissable, une mise en scène survoltée et une narration qui vohape dès les premières pages, Fujita n'est pas juste un mangaka. C'est un conteur de l'extrême, qui tel un funambule danse sur le fil du chaos et de l'émotion. Trop souvent ignoré dans nos contrées, il est pourtant une légende vivante au Japon, un être capable de se métamorphoser, jonglant d'un univers à un autre comme une entité sans cesse en mouvement, déjouant les attentes et les normes. Subutei, sa dernière série en date sortie chez nous, est une icône du vertige. Ce titre évolue dans les dimensions horrifiques. Chaque moment dans cette série semble aux encablures de la folie pure. Une œuvre dont je reparlerai à coup sûr tant elle m'a marqué, tant le manoir Subutei me hante encore et toujours. Vous en conviendrez donc que les œuvres de Kazuhiro Fujita sont toutes forgées d'une main experte. Une alchimie où chaque trait, chaque ligne de dialogue, chaque ombre projetée sur les pages respire la maîtrise. Plongeons maintenant, si vous le voulez bien, dans les entrailles du sujet dont il est question aujourd'hui. Car Kazuhiro Fujita est aussi et surtout celui qui a tissé les ombres du Black Museum. Cette série, qui est imprégnée de gothisme et d'étrangeté historique, trouve sa force dans l'alliage étrange entre réalité et mythologie. Un musée vivant où chaque objet recèle un secret d'outre-monde. Une relique rendant hommage aux tourments du passé, tout en suspendant le temps dans un frisson étrange. Le manga est empreint d'un concept simple mais incroyablement efficace. Un personnage se rend au Black Museum, rencontre la conservatrice des lieux et va narrer l'histoire qui le lie à l'objet qu'il convoite. Le Black Museum de Kazuhiro Fujita est à ce jour composé de 4 récits. Springald, Ghost and Lady, le chapitre Candy Cane, encore inédit chez nous, et Crescent Moon Dance with the Monster, toujours en cours de publication en France. Springald, c'est la légende de Jack Talon à ressort, cette ombre filiforme qui bondit sur les toits crasseux de l'Angleterre victorienne. Un tueur, un démon, un mythe né de la peur et du smog londonien? Ce qui est sûr, c'est qu'il incarne l'horreur pure, une silhouette squelettique surgissant des ténèbres pour terroriser les rues sombres de la ville. Si au départ il se contente d'agresser des jeunes femmes avant de finir par disparaître 3 années durant, à son retour il franchira un cap en commettant cette fois-ci des meurtres. L'affaire sera alors confiée à James Rockenfield, un inspecteur aux méthodes quelque peu particulières. Créer Springald, ce n'était pas juste dessiner une nouvelle histoire, c'était plonger dans l'inconnu. Kazuhiro Fujita, habitué au shonen pur et dur, devait trouver sa place dans Morning, un magazine au ton plus adulte. L'idée d'un expert en miracles suggérée par son éditeur ne l'inspirait pas vraiment. Mais l'Europe d'antan, elle, commençait à l'attirer. Alors, il s'est enfermé dans les livres, littéralement. Même en voyage avec son équipe, il restait à l'écart, absorbé par ses lectures. Et c'est là, au détour de quelques lignes à peine, qu'il tombe sur une révélation. Un livre, Secret City London de Chambers, évoque brièvement l'existence d'un lieu mystérieux, le Black Museum. Juste 2 mots. 2 mots, mais une véritable claque. Un musée caché, rempli d'objets liés aux plus sombres affaires criminelles de Londres. Le nom même résonnait comme une incantation. Black Museum. Puis vint un 2e livre, Les légendes étranges de Londres, de Gina Katsuo, un recueil de récits ténébreux sur la capitale britannique. 2 éléments qui se croisent et l'idée de Springald commence à naître. Mais il fallait une porte d'entrée pour le lecteur. Une simple plongée dans l'époque victorienne ou dans la légende de Jack Talon à ressort risquait d'être trop soudaine. Alors, Fujita crée une conservatrice, une femme curieuse et intelligente qui guidera le lecteur à travers les mystères du Black Museum. Et pour cette première incursion dans Morning, il évite ses gros balaises habituels. Pas de titan en personnage principal, juste cette jeune femme, silhouette élégante qui ouvre la voie. Lors de l'écriture de Springald, 2 scénarios se dessinaient. Dans le premier, une petite fille était sauvée par Jack Talon à ressort. Dans le second, il décrivait un duel entre un vrai Jack et un imposteur. C'est cette 2e version qui sera retenue, mais l'autre ne sera pas perdue pour autant. Elle deviendra plus tard le chapitre Springald Ibn Mother Goose. Créer Jack Talon à ressort, ce n'était pas seulement mettre en scène une légende urbaine, il fallait le réinventer.
Un bon design de personnage doit être reconnaissable à sa silhouette. Ça, Fujita le savait, mais il butait sur autre chose. Walter, son Jack talon à ressort, restait insaisissable. Quelque chose manquait. Puis, l'évidence le frappe. Ce héros devait porter une tristesse en lui. C'était la clé, le point qui rendrait Walter vivant. Dans son carnet, Fujita griffonne une phrase. « Je ne peux dessiner que des héros tristes. » Et Jack, avec son regard voilé et son allure fantomatique, prendra enfin forme. Nous sommes en 2007 lorsque Springald est annoncé, et la réaction est immédiate. Les lecteurs s'emballent. Même au sein de la rédaction, on est surpris par l'impact du projet. Mais en ce qui me concerne, je ne trouve rien de surprenant à cela, car Fujita a selon moi tout mis en œuvre pour marquer le lecteur. D'une part via son esthétique grotesque, presque expressionniste, et d'autre part en dépeignant cette dualité d'un homme qui devient monstre et ce monstre qui se mue en machine infernale. Un être fait de ressorts tendus à craquer, doté d'un corps qui défie les lois de l'anatomie. Et surtout, ce sourire figé dans l'ombre. Une véritable marionnette du diable, un pantin désarticulé, mu par une soif de vengeance. Comment ne pas être marqué par tout cela? Mais il y a aussi un autre détail qui fascinera les esprits plus que tout, la jaquette du livre. Habituellement, une couverture met l'illustration en avant. Ici, le designer, Kei Kasai, fait un choix radical. Il réduit l'image donnant au livre l'apparence d'un vieux grimoire européen. Un objet qu'on aurait oublié sur une étagère poussiéreuse du Black Museum. Ce style deviendra l'identité visuelle de toute la collection. Et ainsi, Springald pose la première pierre d'un univers fascinant. Un one-shot où la légende et l'histoire s'entrelacent sous l'ombre du Black Museum. Son titre suivant, Ghost and Lady, est bien plus qu'un simple récit surnaturel. C'est une plongée dans l'ombre d'une époque, une fresque où l'histoire et le fantastique s'entrelacent dans un ballet macabre. Au centre de tout, Florence Nightingale, cette lueur dans les ténèbres du 19e siècle. Elle était un symbole qui guida des générations de femmes à travers les brumes d'un domaine alors cadenassé par l'ordre patriarcal. Mais ici, Florence n'est pas seulement cette infirmière héroïque des livres d'histoire, mais une femme hantée, capable de voir ce que les autres ignorent, les monstres tapis dans l'âme humaine. Et ces monstres, Fujita les façonne avec une maestria terrifiante. Ils surgissent des corps, comme des cauchemars vivants, à la manière des stands de Jojo Bizarre Adventure de Hirohiko Araki. Des projections d'angoisse, de regret et de violence. Dans ce monde où la souffrance est omniprésente, Florence n'est pas seule. Un spectre l'accompagne, un guerrier fantôme, un être lié à la mort qui lui fait une promesse. Le jour où elle abandonnera, où le désespoir l'engloutira, il l'emportera avec lui dans la mort. C'est un récit où les monstres ne sont pas seulement des créatures de l'ombre. Le mal provient des hommes, de la guerre, de l'injustice. Et Florence Nightingale, fragile silhouette dans la tempête, se dresse contre eux, avec une force que même la mort n'ose défier. 7 ans séparèrent Springald de Ghost and Lady, un gouffre dans l'industrie du manga. Assez de temps pour qu'un public oublie une œuvre. Mais quand Ghost and Lady voit enfin le jour, la connexion avec Springald est toujours là, et l'attachement des lecteurs est intact. Entre ces deux histoires, Fujita travaille sur Moonlight Act. Pourtant, son éditeur ne lâche pas l'affaire. Il revient, encore et encore, avec de nouveaux documents. Et parmi eux, une photo étrange trouvée sur un conte d'Antiquité. Une balle fusionnée. Une relique de la guerre de Crimée où les balles en vol étaient si nombreuses qu'il arrivait qu'elles s'entrechoquent et se soudent en plein air. Fasciné, Fujita sait immédiatement qu'il tient son point de départ. Guerre de Crimée? Alors l'héroïne sera Florence Nightingale. Mais pour faire vibrer l'histoire, il lui faut un partenaire, un contraste, et pourquoi pas un fantôme. Seulement au départ, Fujita envisageait un loup-garou, mais un autre élément attire son attention, un livre sur les duels offert par son éditeur. Dans ce même livre, un détail le frappe. Lors des rénovations au Drury Lane Theatre, on aurait découvert un squelette emmuré. Un fantôme qui hante un théâtre? Parfait, se dit-il. L'histoire de Ghost and Lady commence à prendre forme. Gray, ce chevalier spectral, aurait pu être un pistolero. Fujita adore les gunfights, mais cette fois, l'épée s'impose. Une arme plus intime, plus noble, et une manière de renforcer l'image du chevalier protecteur aux côtés de Florence Nightingale. Un duel ancien, une promesse non tenue, une malédiction. Avec ce deuxième tome du Black Museum, la frontière entre réalité et surnaturel explose. Plus de rationalité. Désormais, c'est un Londres hanté qui s'ouvre au lecteur.
un récit qui sera beaucoup plus familier pour les amateurs des autres titres du mangaka, tous empreints de paranormal. Si vous êtes un amateur de Fujita, vous n'êtes pas sans savoir qu'il adore dessiner les fantômes, et ça ne date pas d'hier. Il y a quelque chose de fascinant à écrire sur ces êtres qui n'appartiennent plus au monde des vivants. Car qui mieux qu'un être inhumain peut parler de l'humanité? Gray devient alors ce témoin, un regard extérieur, mais paradoxalement bien plus lucide que ceux des mortels qui l'observent. Mais s'il est facile de créer un fantôme, représenter Florence Nightingale est une autre affaire. Alors son regard sera la clé. Il doit contenir tout à la fois, la lumière, l'obsession et une sensualité étrange, une forme d'érotisme masochiste née de son dévouement extrême et de sa souffrance. Jouer avec une figure historique aussi respectée est risqué, mais l'histoire l'exige. Et au final, son Nightingale au cerne marqué séduira le public. Mais pour que tout soit parfait, il manquait à Fujita un véritable antagoniste, le Chevalier Déon, un autre fantôme qui hante ce Ghost and Lady. Certains lecteurs pensaient que Fujita l'avait inventé. Pourtant, il s'agit bien d'une figure historique, un diplomate du XVIIIe siècle, maître en escrime qui a vécu une grande partie de sa vie travesti. Un personnage fascinant. Néanmoins, Fujita ne cherche pas à coller aux portraits historiques. Le Chevalier Déon de Ghost and Lady est une ombre élégante, drapée dans une robe et une veste militaire. Une silhouette androgyne, presque hautaine. Et surtout, l'ennemi de Gray. Et plutôt que de faire s'affronter deux esprits sans lien, Fujita leur donne un passé commun, une rancune ancienne, une blessure jamais refermée. Un duel qui, au-delà des armes, sera une question de mémoire et de regret. Cela donnera lieu à un superbe flashback qui conférera beaucoup d'intensité aux rivalités qui opposent ces deux fantômes. Mais à l'inverse de Springald, dont l'écriture fut assez instinctive, Ghost and Lady demanda des recherches titanesques. Personne ne sait ce qui se passait vraiment dans les coulisses du Drury Lane Theatre. Alors l'éditeur fera appel à un spécialiste du théâtre britannique qui ouvrira ses archives. Et pour comprendre les armes de l'époque, ils iront même jusqu'à contacter un expert en balistique. C'est tout ce travail de terrain et de documentation qui donnera à Ghost and Lady une profondeur rare. Car avant de parler des fantômes, il faut d'abord comprendre les vivants. Et Fujita, avec Ghost and Lady, l'a fait avec excellence. Candy Cane. Un simple chapitre. Une petite parenthèse dans l'univers du Black Museum. À l'époque, Fujita est en plein travail sur Sobutei. Il ne dessine jamais pour d'autres magazines lorsqu'il est pris dans une série longue. Mais cette fois, l'occasion est spéciale. Le Morning fête ses 35 ans. Et parmi les auteurs sollicités, il y a Hiroshi Fukuda, son ancien chef assistant. Alors il accepte. Candy Cane est une pièce en un seul acte, une anomalie dans l'architecture habituelle du Black Museum. Car ici, ce n'est pas un visiteur qui pousse la porte avec une histoire à raconter. C'est la conservatrice elle-même qui se retrouve plongée dans une affaire des plus sombres. Une structure inhabituelle mais parfaite pour une courte tragédie. Mais l'idée de Candy Cane lui est arrivée tardivement. Noël approchait et Fujita voulait y glisser une touche de saisonnalité. L'image du sucre d'orge rouge et blanc s'impose. C'est un détail anodin, presque enfantin, qui tranche avec l'atmosphère sombre du récit. Et pour être précis dans son dessin, il achètera même une boîte entière de Candy Cane. Mais surtout, il réalise enfin un vieux rêve, introduire un loup-garou dans le Black Museum. Il accouchera donc d'un conte sanglant, où l'éclat du sucre d'orge n'adoucit en rien la morsure du monstre. D'ailleurs, chers éditeurs, si par le plus grand des hasards vous tombez sur cette vidéo, sachez que j'attends encore désespérément ce court chapitre dans nos contrées, à l'instar d'Ushio Totora. Crescent Moon Dance with the Monster, c'est la touche finale, la cerise sur ce grand banquet d'ombre et de mystère. Et quelle cerise! Mary Shelley elle-même, la mère de Frankenstein ou le Prométhée moderne, propulsée au cœur du récit en tant que personnage principal. Elle devra s'occuper d'Elsie, une créature revenue d'entre les morts par un savant fou. Un monstre, oui, mais pas celui que l'on croit. Pas une abomination incontrôlable, mais une arme façonnée pour infiltrer un bal, traquer des assassins et, au passage, protéger rien de moins que la reine Victoria. Un Frankenstein réinventé et guidé par une femme qui connaît mieux que personne le poids du rejet et de la différence. Tout a commencé par une discussion informelle où Kazuhiro Fujita découvre Takahiro, danseur de renommée internationale et ancien performeur pour Madonna. Très vite, un souvenir lui revient, la gun kata du film Equilibrium, un art du combat chorégraphié comme une danse.
L'idée germe, et un jour, en écoutant You Spin Me Around de Dead or Alive, tout s'assemble. Danse, rotation, escrime. Mais une idée ne suffit pas, il faut du concret. Takahiro est alors sollicité pour chorégraphier des affrontements, non pas entre humains, mais entre personnages de manga. Une première. C'est de lui que surgissent ces affrontements aux allures de paraboles païennes, où l'élégance chorégraphiée flirte avec la brutalité reptilienne d'Elsie, cette créature que l'on jurerait sculptée dans un rêve lucide devenu cauchemar. Chaque mouvement, chaque spasme évoque la mémoire musculaire d'un corps ancien, vestige hanté d'une tueuse passée dans les limbes de la légende. Mais avant même l'intervention de Takahiro, les fondations du récit étaient déjà posées, un duo entre Mary Shelley et un monstre. L'histoire devait être éclatante, fastueuse, parsemée de robes somptueuses et de combats dans un décor de luxe. Mais où situait cette flamboyance dans l'Angleterre victorienne? C'est en découvrant l'existence du bal des Plantagenets que Fujita trouve son cadre. Un événement historique réel, soit un écrin parfait pour une bataille chorégraphiée. Et au sommet de cette époque brillante et impitoyable, la reine Victoria. Fujita envisagea même qu'elle puisse se battre au sein de son manga, avant de se rétracter. Bon, c'était peut-être un peu exagéré. Enfin, peut-être pas. Pour en revenir sur Mary Shelley, son personnage, à l'instar de la véritable Mary Shelley, porte en elle un monstre prêt à mordre. Fujita voulait un personnage qui lutte contre son côté sombre, mais qui finirait tout compte fait par l'accepter, car selon lui, vivre, c'est reconnaître ce qu'on a en soi de plus obscur. Et c'est là que le récit prend toute sa puissance. La dynamique entre Mary et la créature est fascinante, presque intime, une danse entre la peur et l'humanité, entre le créateur et l'œuvre inachevée. Fujita ne se contente pas de revisiter un mythe, il le plie, le tord et l'anime d'une force nouvelle. Comme toujours, les femmes de Fujita ne sont pas des silhouettes en détresse. Elles luttent, elles résistent, elles refusent de n'être que des spectatrices dans un monde d'hommes. Mary Shelley n'est pas là pour être un simple témoin de l'horreur, mais bien une architecte du chaos, une figure qui défie les règles de son époque. Je ne saurais refermer ce chapitre dédié à Crescent Moon sans évoquer un moment suspendu, une parenthèse d'émotion pure. Cette page déchirante, presque sacrée, où la créature Elsie laisse couler ses larmes silencieuses devant les mots de Mary Shelley. C'est là, dans ce contact presque chamanique avec Frankenstein, que l'étrangeté devient miroir, que le monstre reconnaît l'humanité dans les fragments d'un autre. À mes yeux, c'est l'un de ces instants les plus poignants, une fulgurance d'âme au milieu des ténèbres graphiques. Cette visite du Black Museum me permet aussi d'aborder une thématique importante qui traverse les écrits de Kazuhiro Fujita comme une lame affûtée, la place des femmes. Vous l'aurez sûrement remarqué, elles ne sont pas de simples figurantes ou d'archétypes vidés de leur essence. Non, chez Fujita, les héroïnes sont des piliers, des âmes incandescentes qui sculptent le récit de leur force, de leur douleur et de leur détermination. Si par moments l'on retrouve ces fameux égarements grivois, propres à pas mal de titres du genre, elles sont surtout et essentiellement guerrières, stratèges et survivantes. Elles ne sont jamais en retrait, elles sont le cœur battant, la tempête qui renverse tout, celles qui portent l'histoire sur leurs épaules et qui lui insufflent une puissance rare. Parce que chez Fujita, la force ne se mesure pas qu'en muscles saillants ou en poings serrés. Du moins, pas toujours. Elle est aussi dans l'intensité du regard, dans la résilience face à l'horreur, dans la capacité à tenir tête au destin quand il cherche à tout écraser. Une énergie brute, viscérale, qui fait de chaque personnage féminin un maillon essentiel du grand engrenage narratif. Il me semblait essentiel, presque vital, de m'arrêter un instant sur cette singularité, une présence rare, trop rare à mon goût, au sein de ce type d'ouvrage. Fujita le sait, le Black Museum n'est pas éternel. Comme tous les contes murmurés à la lueur d'une lanterne, il approche doucement de sa dernière révérence. Mais, avant que la poussière ne retombe sur les reliques et que le silence ne reprenne ses droits entre les murs du musée, il lui reste une dernière histoire à conter, une longue procession d'ombre et de vérité où, pour la première fois, si l'on fait exception du chapitre Candy Cane, la conservatrice elle-même quittera l'obscurité de l'antichambre pour devenir le cœur battant du récit. Quant à moi, j'ose espérer que les lourdes portes de ce musée ne se refermeront jamais tout à fait. Le Londres victorien, avec ses ruelles noyées de brouillard, ses spectres oubliés et ses machines grinçantes, est un gisement inépuisable, un puissant fond dans lequel Fujita pourrait encore longtemps puiser des fragments d'effroi, de beauté et de mémoire. C'était Duff pour le premier cercle.